Avant d'aborder le thème principal de notre journée, qui porte, comme vous l'avez compris, sur le climat, je voudrais dresser un rapide bilan de 2018 et des perspectives qui s'offrent à Veolia pour l'année 2019 et les suivantes. Au cours de 2018, qui était la troisième année de notre plan stratégique 2016-2019, notre groupe a poursuivi son avancée sur une trajectoire de croissance soutenue et rentable. Notre plan stratégique, vous le savez désormais, ce plan stratégique actuel, il repose sur deux piliers, la croissance et l'efficacité. La croissance pour essentiellement une croissance d'origine organique, complétée par des acquisitions ciblées de petite taille, afin de compléter notre empreinte géographique, mais aussi notre portefeuille de technologies. Et puis l'efficacité, grâce à nos programmes d'amélioration des performances opérationnelles et de maîtrise des coûts. Initialement fixés à 200 millions par an, nos objectifs d'économie ont été relevés à 300 millions pour 2018, et nous serons bien sûr au rendez-vous. Année après année, ce plan a porté ses fruits, et il a rendu notre groupe plus fort, plus dynamique et, je crois, plus attractif. Alors, nos comptes 2018 ne seront publiés que le 21 février. Il convient donc d'attendre encore environ 2 semaines pour connaître nos résultats dans le détail. Mais je peux déjà vous dire qu'au cours du dernier trimestre, les tendances que nous avons connues lors des 9 premiers mois se sont poursuivies de manière semblable. Et l'année 2018 sera donc un exercice très satisfaisant, à la fois en termes de croissance de l'activité et en termes de résultats. Au plan commercial, dans toutes nos zones géographiques, nous avons remporté de nombreux contrats qui ont déjà ou qui auront demain un impact positif sur notre chiffre d'affaires futur. L'excellent taux de renouvellement de nos contrats qui étaient parvenus à terme, de même que ceux gagnés notamment dans les places fortes historiques de nos concurrents, je pense à Bordeaux l'an dernier ou à Nîmes cette année, ces conquêtes constituent un signe sans équivoque de la compétitivité de nos offres, de leur renouvellement également, et donc de l'attractivité de notre groupe. Et puis, autre motif de satisfaction, plus de la moitié du chiffre d'affaires que nous avons engrangé avec ces succès commerciaux l'an dernier, plus de la moitié provient de nos nouvelles activités, avec par exemple l'efficacité énergétique, à l'instar du contrat multi-utilité de 18 ans que nous avions signé en début d'année dernière avec Dupont aux États-Unis, ou bien la gestion des équipements industriels en fin de vie, avec par exemple l'ouverture récente d'une usine de démantèlement des navires dans la province de Canton, en Chine. Notre capacité à nous projeter sur ces marchés émergents, qui renouvellent nos activités, elle renforce notre confiance dans le développement futur de Veolia. Et je vous en propose quelques images sur les principaux succès ou les principales actions menées en 2018.
Voilà pour 2018. Tournons-nous maintenant vers 2019, qui sera la 4e année et la dernière de notre plan stratégique en cours. L'année qui vient de s'ouvrir confortera la progression de notre groupe et elle mettra en évidence que sur l'ensemble de notre plan, c'est-à-dire de 2016 à 2019, les performances de Veolia seront conformes, voire supérieures à celles que nous avions annoncées lors de son lancement fin 2015, à savoir une croissance du chiffre d'affaires au moins de l'ordre de 2 à 3% par an, à change constant, une croissance de l'EBITDA de l'ordre de 4 à 5% par an, grâce à la croissance, mais grâce aussi à l'efficacité, et une dette financière stable, comprise entre 8 et 9 milliards d'euros, c'est-à-dire avec la même quantité de capitaux que le groupe utilise. En d'autres termes, après 4 ans, Veolia est, au bout de 3 ans, et sera, au bout de 4 ans, au rendez-vous de l'ensemble de ses engagements pour toute la durée de ces 4 années. Par ailleurs, 2019 sera également mis à profit pour préparer la prochaine étape stratégique de notre groupe, une nouvelle étape qui couvrira elle aussi 4 années et qui s'étendra donc de 2020 à 2023. Notre futur plan stratégique s'appuiera tout d'abord sur une analyse croisée du potentiel de développement et du potentiel de rentabilité de chacune de nos activités dans chacune de nos géographies. Et nous concentrerons nos ressources humaines, nos ressources financières, nos ressources technologiques, sur les activités qui présenteront le plus fort potentiel et de développement et de rentabilité, afin d'accélérer vigoureusement ces activités-là. Et en revanche, les activités affichant le plus faible potentiel seront sans doute ralenties, voire cédées. Lors de l'élaboration de ce nouveau plan, les nombreuses innovations que nous avons lancées ces dernières années recevront une attention toute particulière, puisqu'elles préparent l'avenir de notre groupe, que ce soit en élargissant sa gamme technologique, en complétant sa chaîne de valeur ou en créant des relais de croissance supplémentaires, notamment géographiques. Vous connaissez déjà nombre d'entre elles, de ces innovations. Par exemple, le recyclage des huiles usagées, le recyclage des plastiques, celui des solvants, celui des batteries. Ce sont là des activités à forte composante technologique permettant à la fois de neutraliser des polluants toxiques, mais aussi de recréer des matières premières utiles aux industriels. Parmi les innovations, il y a également le traitement des déchets nucléaires faiblement radioactifs et le démantèlement des centrales nucléaires, deux activités qui participent à nos deux filières plus globales, d'une part de traitement des pollutions les plus difficiles, mais aussi de gestion des installations industrielles en fin de vie, et vous l'avez vu dans le petit film, nous l'avons mentionné. Autre innovation, bien connue, le traitement des micro-polluants dans l'eau, afin d'abord d'anticiper les futures normes, mais surtout de garantir encore mieux la qualité de l'eau. Ou bien la valorisation des déchets organiques en protéines que, vous vous en souvenez sans doute, nous avions présenté l'an dernier au Presday à la même époque. En 2018, nous avons continué sur cette lancée avec plusieurs autres innovations prometteuses, notamment, là aussi on l'a vu dans le petit film, le lancement de la première usine française de recyclage des panneaux solaires à Rousset, dans le sud de la France, ou bien la mise au point d'une nouvelle génération de robots autonomes et reposant sur les technologies d'intelligence artificielle dites en réseau de neurones, afin d'améliorer le tri des déchets, un point crucial, car le bon recyclage des déchets dépend d'abord de la qualité de leur tri. Le partenariat noué avec EDF pour créer en Europe de nouvelles filières industrielles de très haute technicité est un autre exemple d'innovation, avec le démantèlement des réacteurs graphite-gaz d'un côté et la vitrification des déchets nucléaires de l'autre. Et du coup,
après la consolidation de sa croissance et la consolidation de ses performances économiques, 2018 a donc aussi été pour Veolia une année de consolidation de ses innovations. Et pour 2019 et au-delà, nous avons la ferme intention de continuer à innover et à faire la trace dans notre domaine pour conforter et renforcer notre place de leader mondial de la gestion optimisée des ressources. Notre futur plan stratégique, il décrira bien sûr ce que nous voulons faire au cours de ces 4 prochaines années, le quoi nous voulons faire. Mais il abordera aussi la façon dont nous voulons le faire, le comment. Et c'est pourquoi, au-delà des activités économiques proprement dites, il comportera un volet sur l'organisation et le fonctionnement de Veolia, afin d'accroître la réactivité de notre groupe, de rendre ses approches plus transversales et de faciliter les échanges et les coopérations entre nos différentes géographies. Et ce plan comportera également un volet relatif à la culture de Veolia et à ses valeurs. Et dans ce cadre, et avant le quoi et le comment, nous exposerons le pourquoi nous voulons le faire. Et nous formulerons à cette occasion la raison d'être de notre groupe. La raison d'être ainsi que la loi Pacte invite les entreprises françaises à le faire, comme vous le savez. En partant de notre mission, ressourcer le monde, cette raison d'être précisera en quoi et comment notre entreprise est utile à tous ceux qui contribuent directement ou indirectement à sa marche. Notre raison d'être, ce sera notre projet, notre ambition pour que Veolia soit perçue comme utile, voire indispensable par ses clients, comme prospère et reconnaissante par ses actionnaires, et comme engageante et même passionnante pour ses salariés. Et c'est l'intérêt bien compris de notre groupe que d'expliquer ce qui l'anime et la façon dont il conçoit ses relations avec ses parties prenantes. Car de même que toute entreprise, Veolia ne peut pas se développer harmonieusement si toutes ses parties prenantes n'y trouvent pas un intérêt proportionnel à leur contribution au fonctionnement de notre groupe. Et à travers l'expression de sa raison d'être, je souhaite que Veolia apparaisse véritablement comme une entreprise inspirante. Inspirante pour ceux qui l'accompagnent, inspirante pour ceux qui participent à sa bonne marche, et inspirante également pour ceux qui l'observent et qui portent un jugement sur elle. Notre raison d'être sera débattue et validée par notre conseil d'administration, puis sera présentée en Assemblée générale au mois d'avril prochain. Et ainsi, elle servira de boussole, de ligne d'horizon à notre stratégie et à l'ensemble de nos actions. Elle servira également de fondement pour la définition de nos performances. Performances qui s'adresseront à la plupart de nos parties prenantes. Et dans cet ensemble de performances, à la fois économiques et financières, mais aussi environnementales, sociales et sociétales, qui reflètent notre souhait d'être une entreprise à performance plurielle avec plusieurs dimensions, chaque objectif relèvera d'un même degré de priorité. Voilà pour ce point rapide sur la situation de Veolia et sur ses perspectives et la raison d'être conduit tout droit. Je vous propose de nous recentrer maintenant sur notre session consacrée au climat. Le climat, ai-je besoin de le dire, bouscule et bousculera le destin des villes, des hommes et des entreprises. Et chaque année, nous sentons davantage la morsure de ces dérèglements. D'abstraction lointaine, il y a encore quelque temps, la crise climatique est devenue désormais une réalité, avec ses records de chaleur, ses cyclones à répétition ou bien ces glaciers qui fondent. Et je vous propose de voir en images quelques-uns de ces événements climatiques majeurs. Sécheresse record,
accélération de la fonte des glaces, typhons. Tous ces événements se sont produits en 2018. Ils sont la preuve que le dérèglement climatique s'accélère et qu'il ne concerne pas que les pays en développement. This is just adding a new alarm bell to what is already happening. The coasts are a little bit more eroded. Ports and cities on the coast are more vulnerable to being flooded. Ce dérèglement s'installe tout près de chez vous. Et si on ne fait rien, le pire est encore à venir. Vous voulez un aperçu de notre futur proche? C'est déjà notre présent. En 50 ans, le niveau des océans s'est élevé de 10 cm. Des îles disparaissent. Des villes côtières vont vite devenir inhabitables. Les températures extrêmes tendent à devenir la norme. Au même moment, on frôle les plus 50 degrés à Sydney et les moins 50 degrés à Chicago. L'été 2018 a été le deuxième plus chaud de l'histoire en France. À ce rythme, certaines régions du monde seront vite invivables. Le Gulf Stream est cassé. La température au pôle Nord est parfois plus élevée qu'en Europe et nous connaîtrons des hivers avec des froids polaires. Il y a déjà, aujourd'hui, davantage de réfugiés climatiques que de réfugiés de guerre. Canicule, saison des pollens plus longue, allergies plus fréquentes, moustiques. Dans le sud de la France, il y a déjà des cas de dengue et de chikungunya. Bientôt de paludisme? Dans les pays du Sud, le changement climatique risque d'entraîner des famines. Au Nord, le monde agricole devra s'adapter. La teneur en alcool des vins augmente de 1 degré tous les 10 ans. On imagine de nouvelles semences pour un monde nouveau. Les espèces disparaissent aujourd'hui à un rythme 100 à 1000 fois supérieur au rythme naturel. Cet appauvrissement du vivant préfigure-t-il la 6e vague d'extinction? Peut-on encore éviter le pire? Oui, mais il faut faire vite. C'est l'affaire de tous. Limiting warming to 1.5 degrees C implies changes on an unprecedented scale. Je ne sais pas où on va aller si on va gagner cette course contre le temps, mais on n'a pas le choix. Il faut y aller. But I've learned that you are never too small to make a difference. Alors, on s'y met? Vous le savez, plus nous attendons pour agir, plus notre dette écologique s'accroît. Et moins nous ferons d'efforts dès maintenant pour réduire nos émissions de CO2, plus nous aurons à en faire à très long terme pour nous adapter à des changements climatiques profonds. Pourtant, en dépit de l'urgence climatique, les actions à engager pour stabiliser à moins de 2 degrés la hausse des températures, ces actions, elles paraissent difficiles, voire impossibles à mettre en œuvre dans des délais impartis. Elles sont jugées souvent trop chères, quand bien même le coût du réchauffement serait d'ailleurs infiniment supérieur. Elles remettent en cause nos habitudes et notre mode de vie, que nous sommes réticents et sans doute trop lents à vouloir voir changer. Et elles requièrent parfois une forte coordination mondiale qu'il semble illusoire d'obtenir rapidement. Face à ce constat, faut-il pour autant baisser les bras? Faut-il désespérer? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas et je suis même convaincu qu'il est encore possible de changer la donne en stabilisant le réchauffement avant que la nature décide à notre place au prix fort pour l'humanité. Même si le compte à rebours climatique est déjà largement entamé, je ne considère pas cette bataille comme perdue d'avance. Qui aurait cru d'ailleurs, il y a quelques décennies, que le monde de l'époque arriverait à remporter la lutte contre les émissions de gaz CFC, ceux qui créaient le trou dans la couche d'ozone il y a 25 ans, ou bien contre les pluies acides, celles qui détruisaient les forêts européennes. Nous y sommes parvenus. Et donc, malgré l'ampleur de la tâche à accomplir, décarboner l'économie est encore possible dans les délais requis par l'horloge climatique. Car parmi l'arsenal des solutions qui existent, toutes n'exigent pas de ressources financières énormes, n'exigent pas une remise en cause fondamentale de nos modes de vie, ou bien n'exigent pas non plus forcément une impérieuse coordination mondiale.
Un bon nombre de ces solutions peuvent être appliquées dès aujourd'hui, sans délai, sans engendrer de coûts insupportables et sans forte complexité à gérer. D'autres, certes, doivent être adaptées et accompagnées de compensations afin de pouvoir être déployées progressivement et acquérir une portée significative à moyen terme. D'autres encore nécessitent des progrès substantiels sur les plans techniques, institutionnels, économiques, sociétals, pour pouvoir être réellement déclinées à large échelle. Et l'approche que nous vous proposons d'explorer aujourd'hui est une approche de ce qu'il est possible de faire dès maintenant pour limiter le dérèglement climatique. C'est une approche qui se veut à la fois optimiste et réaliste. Optimiste parce que réaliste, c'est-à-dire basée sur des faits concrets, sur des solutions éprouvées qui montrent que l'on peut commencer à décarboner des pans entiers du mode de vie actuel des hommes. Pour commencer, voyons quels sont les grands enjeux du dérèglement climatique. Et pour ce faire, j'invite Emmanuel Fage du cabinet Roland Berger à venir nous les décrire. Merci, Monsieur Frérot. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Effectivement, nous avons réalisé une étude qui permet de quantifier un petit peu les enjeux de ces solutions. Bon, cela a été largement dit déjà, le réchauffement est une réalité observable. Vous voyez ici un graphe qui vous montre l'accélération des hausses de température, en particulier depuis les années 80. On est à peu près à 1 degré au-dessus, dès aujourd'hui, des températures que l'on constatait il y a encore quelques décennies. Au-delà, et de façon même plus inquiétante, au-delà du réchauffement, c'est vraiment le dérèglement climatique qui est important pour nos vies quotidiennes. Ce qu'on voit, c'est la multiplication des événements extrêmes. Vous avez vu la vidéo juste avant, il n'y a pas grand-chose à ajouter. Là, on a juste remis les épisodes de vagues de chaleur constatés en France. Les cercles violets représentent les épisodes constatés jusqu'en 1980, entre 1947 et 1980. Et les cercles bleus représentent ceux constatés depuis 1980. Il y a eu 15 épisodes de canicule depuis 1980, donc plus de 2 fois plus que ce qu'on a constaté dans les 30 ans qui précédaient. Et ce que montre ce graphe, c'est qu'en plus d'être plus nombreux, il y a plus de cercles bleus, ils ont aussi été plus longs. Vous voyez la durée en abscisse en jours, et ils ont été plus intenses. En ordonnée, en verticale, vous voyez les températures moyennes atteintes. Donc il y a, sans conteste possible, une accélération et une augmentation non seulement de la fréquence, mais de l'intensité de ces dérèglements climatiques. Qu'est-ce que ça veut dire en termes d'action, en termes de ce qu'il faut faire pour réduire les émissions et éviter la multiplication dans les années à venir de ce genre d'événements? On a représenté ici les grandes masses, gigatonnes, milliards de tonnes de CO2 équivalent, c'est le GT que vous voyez sur ces graphes. Aujourd'hui, nous émettons collectivement environ 53 milliards de tonnes d'équivalent CO2, donc 80% est du CO2, mais il y a d'autres gaz à effet de serre, comme vous le savez, qui contribuent également. Si on ne fait rien, si on maintient, disons, les politiques actuelles, on a déjà fait des choses, on ne dit pas qu'on n'a rien fait depuis 50 ans, mais on n'a pas fait assez. Et donc si on ne fait pas plus que ce qui est déjà lancé, on va arriver en 2050 à 66 milliards de tonnes. Donc il y a une augmentation tendancielle. On parle beaucoup du processus onusien et des actions que les pays ont promis de lancer. Pour vous donner une idée, on ne les a pas représentés sur ce graphe parce que c'est sujet à débat encore, mais on serait avec une courbe qui infléchit la croissance, mais qui continue à croître dans les premières années. Donc les politiques annoncées par les pays aujourd'hui ne suffisent pas. Si on veut maintenir l'élèvement moyen de la température à 2 degrés, il faut qu'en 2050, on n'émette pas plus de 26 milliards de tonnes. Donc ça veut dire que par rapport au niveau d'aujourd'hui, en 2050, pour être à 2 degrés, il faut déjà diviser par 2, en gros.
Si on veut maintenant arriver à éviter, parce que ça c'est juste par rapport à aujourd'hui, hein, c'est par rapport à ce qu'on émet aujourd'hui. Si on se place maintenant par rapport au tendanciel et qu'on veut éviter d'atteindre ces fameux 66 gigatonnes, vous voyez que l'effort à faire est encore plus gros à cause du développement global de nos économies. Et donc là, il faut baisser de 40 milliards de tonnes par rapport à ce 66 milliards de tonnes en 2050, c'est-à-dire une baisse de plus de 60%. Voilà les enjeux. Et ça, c'est juste pour le scénario 2 degrés. Je ne vous ai pas commenté, mais vous avez vu qu'il apparaissait en dessous, le scénario 1,5 degré, qui est celui que préconise le GIEC. Donc il faut agir, il faut trouver des solutions pour réduire ces émissions. Ces solutions, des entreprises de l'énergie et de l'environnement qui couvrent les secteurs qui proposent des réductions d'émissions dans les secteurs de l'eau, des déchets et de l'énergie. Il est possible de les mettre en place, comme le disait M. Frérot, et ces solutions couvrent 5 des 7 grands secteurs émetteurs. Vous voyez ici, on a réparti les 53 milliards de tonnes par grand secteur émetteur. Donc l'énergie, sans surprise, 27%, un quart du total. Le transport, 15%. Voilà. Vous voyez les principaux. 5 de ces 7 secteurs sont couverts par des solutions des entreprises de l'énergie et de l'environnement. Au total, nous avons estimé qu'on peut adresser avec ces solutions de ces entreprises Veolia et ces similaires à peu près 19 milliards de tonnes. Donc on couvrirait, avec les solutions disponibles, déjà 35% du total des émissions. C'est ce qu'on peut adresser quand on est une entreprise du secteur de l'énergie et de l'environnement. Nous avons essayé de détailler ces solutions. Vous voyez ici les potentiels que nous avons trouvés, les potentiels de réduction. Au total, nous avons détaillé 13 solutions. Vous en voyez, je crois, à peu près 10 sur la page. Et ces 13 solutions permettent de réduire de 11,7, donc en gros 12 milliards de tonnes de CO2 équivalent, les émissions actuelles. Donc on contribue, vous vous souvenez, j'ai dit qu'il fallait réduire de 40 milliards de tonnes en 2050 par rapport aux émissions tendancielles. Il faut passer de 66 milliards de tonnes à 26 milliards de tonnes. Eh bien, on couvre à peu près 30% du total, rien que dans notre secteur. Quelles sont les solutions les plus prometteuses? L'efficacité énergétique. Le message, c'est que l'efficacité énergétique, l'énergie qui est perdue aujourd'hui, qu'on pourrait réutiliser ou éviter d'émettre, c'est ce qui constitue le plus gros des potentiels. Vous voyez que dans l'industrie, on identifie 2,8 milliards de tonnes de potentiel de réduction. Dans les bâtiments, 2 milliards de tonnes. Au milieu figure une grosse contribution possible qui va arriver tard. Hein. On parlait tout à l'heure, M. Frérot parlait beaucoup de ces solutions sont aujourd'hui techniquement et économiquement disponibles. La capture de CO2 va arriver un petit peu tard, mais ça va être un gros contributeur à la réduction d'émissions. Parce que c'est évidemment, ne pas émettre le CO2 est un des moyens premiers d'éviter d'augmenter sa concentration en atmosphère. Pour aller vite, derrière, nous avons identifié 0,7 milliards de tonnes à partir de la production de biocarburants, dans la mesure où ils sont produits de façon renouvelable. Utilisation de la chaleur fatale, principalement dans l'industrie, c'est-à-dire la chaleur qui aujourd'hui est perdue et qui pourrait être canalisée vers des endroits où on peut l'utiliser pour chauffer des bâtiments, pour chauffer des piscines, des bâtiments publics. Recyclage. Le recyclage est un moyen important d'éviter des émissions de gaz à effet de serre, recyclage des plastiques et recyclage des autres déchets, à peu près à part égale, comme vous pouvez le voir. Développement de la cogénération et des chaudières à biomasse et à combustible solide de récupération. Tout ça évite de tirer de la terre des combustibles fossiles en premier lieu. Voilà, donc vous avez
une vue ici de ce qu'il est possible de faire. Évidemment, cela demande de l'engagement, cela demande l'engagement des secteurs émetteurs qui doivent collaborer avec les entreprises du secteur de l'environnement et de l'énergie. Mais au-delà des secteurs émetteurs, ça demande aussi de l'engagement des pouvoirs publics. Évidemment, il faut des régulations favorables, il faut des encouragements pour que tous ces potentiels se matérialisent. Je vous remercie. Merci, Monsieur Fage. Et vous l'avez entendu, il ressort de l'étude de Roland Berger que la contribution potentielle du secteur des services à l'environnement à la réduction des émissions, cette contribution, elle est significative. Bien sûr, si les solutions étaient appliquées sur l'ensemble de la planète. Et ces solutions pourraient assurer jusqu'à près de 30% de la réduction des gaz à effet de serre pour contenir la hausse des températures à moins de 2 degrés. Mais bien sûr, toutes les solutions relatives à ce secteur de l'environnement ne présentent pas la même facilité ni la même rapidité de mise en œuvre. Et leur impact s'échelonnera donc nécessairement dans le temps. Dès lors, nous nous sommes concentrés sur 2 questions. Qu'est-il possible, à la fois possible et réaliste, de mettre en œuvre sur le court terme, sur le moyen terme ou bien sur le long terme? Et la deuxième question, pour quel impact? Et pour y répondre, nous avons passé les différentes solutions envisageables au crible de 4 critères d'accessibilité. D'abord, le premier critère, la maturité technologique des solutions. Quel est le stade de développement de cette solution? Peut-elle être déployée à l'échelle industrielle? Ou bien des améliorations substantielles de la technologie sont-elles encore nécessaires pour rendre possible son déploiement? Deuxième critère, cette fois la maturité commerciale de la solution. Celle-ci est-elle compétitive par rapport aux alternatives qui existent? Et si oui, à quelles conditions? Ou bien le marché dépend-il encore de subventions? Troisième critère, celui du soutien réglementaire. En d'autres termes, la réglementation freine-t-elle ou favorise-t-elle l'adoption de cette technologie? Est-elle suffisamment stable pour permettre aux investisseurs de s'engager sur des projets à long terme? Et enfin, quatrième et dernier critère d'analyse, l'impact de la solution sur l'emploi local. A-t-elle un impact positif ou négatif sur celui-ci? Et corollaire de cette question, la société est-elle prête à adopter une telle solution? À l'aune de ces 4 critères, les solutions du secteur de l'environnement présentent des niveaux de maturité différents. Aux 13 solutions d'atténuation qu'a évoquées M. Fage, nous en avons ajouté 2. 2 solutions, cette fois, non pas d'atténuation, mais d'adaptation. Le dessalement de l'eau de mer et la réutilisation des eaux usées. Et si une majorité des 13 plus 2, donc des 15 solutions étudiées, est mature, comme vous pouvez le voir sur cette planche, sur le plan technologique, la situation est beaucoup plus contrastée et les niveaux de maturité souvent moins avancés sur les aspects commerciaux ou réglementaires. Et en définitive, plusieurs catégories de solutions se dégagent en fonction de la rapidité avec laquelle elles pourront avoir un effet sur la réduction des émissions. Les solutions à court terme, tout d'abord, c'est-à-dire celles dont l'impact pourrait se faire sentir d'ici 2025, que nous avons ici. Ce sont par ordre d'impact décroissant sur la réduction des émissions. D'abord, et M. Fage l'a dit tout à l'heure, l'efficacité énergétique de l'industrie. Ensuite, le développement de la cogénération, la valorisation des déchets organiques, l'incinération des déchets non recyclables, l'augmentation du rendement des réseaux d'eau potable, ainsi que, pour ce qui est des mesures d'adaptation, le dessalement de l'eau de mer. Il y a ensuite des solutions, on va dire à cheval entre le court terme, horizon 2020-2025, et le moyen terme, 2025-2035. Parmi ces solutions, l'efficacité énergétique des bâtiments est sans doute la plus contributrice.
mais il existe aussi la valorisation de la chaleur fatale des industries et des eaux usées, le recyclage des plastiques et le recyclage des déchets hors plastique. Ensuite, on peut avoir une troisième catégorie de solutions, les solutions à moyen terme, dont l'impact se manifestera plutôt autour de 2035. Le développement des chaudières biomasse, qui est une solution d'atténuation, mais aussi la réutilisation des eaux usées, solution, elle, d'adaptation. Et puis, il y a des solutions à plus long terme, dont l'impact se manifestera après 2035. Ce sont, par exemple, la capture du CO2, gros contributrice à la réduction, mais pas encore aujourd'hui mature, même techniquement, et le stockage de l'énergie. Parmi ces 15 solutions d'adaptation ou d'atténuation, je vous propose d'explorer plus en détail 6 d'entre elles, choisies d'abord parce que leur impact potentiel sur la réduction des émissions est significatif, mais aussi parce qu'elles sont suffisamment matures pour avoir un impact sur le court ou sur le moyen terme. J'ajoute qu'au-delà de leur impact en termes de réduction des gaz à effet de serre, ces solutions présentent toutes des bénéfices additionnels importants, notamment pour l'environnement, mais aussi pour la santé ou pour l'emploi. Et je préciserai ces bénéfices pour chacune des solutions, car ils peuvent influer sur l'intérêt de la rapidité de leur mise en œuvre. Alors, je commence par les solutions à court terme. Et parmi elles, la plus efficace, l'efficacité énergétique dans les industries. C'est sans aucun doute la plus intéressante pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, puisque sa généralisation éviterait 2,8 milliards de tonnes de CO2 en 2050. En diminuant d'abord la consommation d'énergie primaire, mais aussi en améliorant l'efficacité de la transformation de cette énergie primaire dans l'énergie nécessaire au process industriel, ces solutions permettent de réduire les émissions. Et grâce à nos solutions, les sites de production industrielle peuvent tendre vers la neutralité carbone en jouant à la fois sur l'efficacité énergétique d'abord, mais aussi sur le verdissement de leur mix énergétique résiduel pour ce qui n'aura pas été économisé. D'un point de vue technologique, de nombreuses solutions existent et sont mises en œuvre avec succès, notamment grâce à l'exemple de nos logiciels d'optimisation. Grâce à ces systèmes, en gérant mieux les actifs industriels, il est possible de réduire leur facture énergétique de 10 à 15%. Et si en plus on procède à des investissements, par exemple dans la cogénération, le gain peut atteindre 20 à 25%, voire davantage, si on optimise le process industriel lui-même. En plus des bénéfices sur le climat, l'efficacité énergétique contribue donc aussi à diminuer la facture énergétique des industriels et les préserve au moins partiellement d'une trop grande variation des prix de l'énergie classique. Et elles bénéficient ainsi, ces solutions, aussi à l'emploi pour les industriels, parce qu'elles font gagner en efficacité économique cette fois, et elles bénéficient à la diminution de l'importation des hydrocarbures pour les pays concernés. De telles solutions ont été appliquées par Veolia, et l'un des exemples les plus récents, c'est celui du site d'ArcelorMittal à Fos-sur-Mer. Avec une capacité annuelle de production de 4,6 millions de tonnes d'acier, ce site de Fos figure parmi les plus importants d'ArcelorMittal en Europe. En 2018, nous avons créé une joint venture entre Veolia et ArcelorMittal, une joint venture destinée à moderniser la centrale de production d'énergie, à mieux valoriser sous forme de vapeur, d'électricité ou d'air comprimé les gaz sidérurgiques issus du processus de fabrication et à diminuer ainsi les émissions. Les investissements de rénovation des installations s'élèveront à près de 200 millions d'euros sur les 3 ans qui vont venir dans le cadre de ce partenariat, ce qui permettra de hisser ce site au niveau des meilleures performances énergétiques industrielles du secteur. Deuxième exemple de solution à court terme, la valorisation des boues et des déchets organiques, soit en biogaz, soit
en amendement agricole. La mise en œuvre de cette solution abaisserait d'ordre de 300 millions de tonnes les émissions de CO2 en 2050. Et les abaisserait d'une part grâce à la méthanisation des boues de stations d'épuration ou des déchets organiques. Celle-ci produit du biogaz qui remplace d'autres sources d'énergie fossile. Et d'autre part, plus d'intéressant encore, grâce à la production d'amendements organiques qui évitent les émissions liées à la fabrication d'engrais minéraux, qu'ils proviennent de la chimie de synthèse ou de l'exploitation des gisements naturels de phosphate ou de potasse. Ces deux technologies sont déjà matures et peuvent être déployées à grande échelle, même si leur application demande une approche au cas par cas selon la nature des intrants ou celle des sols. Mais si elles sont matures techniquement, il n'en va pas tout à fait encore de même pour la maturité commerciale qui est très variable, au moins pour la méthanisation, selon les dynamiques régionales, la tarification de l'énergie ou les mécanismes incitatifs qui sont instaurés. Dans une perspective de duplication à grande échelle de ces solutions, il convient de ne pas freiner la filière de compostage, notamment en continuant à autoriser le co-compostage des boues et des biodéchets. En effet, ce type de compostage produit un amendement organique stabilisé et hygiénisé à forte valeur agronomique qui permet de lutter aussi contre l'appauvrissement des sols et de stocker du carbone dans ces sols. Les efforts de normalisation qui sont réalisés depuis plus de 15 ans maintenant permettent aujourd'hui de garantir l'innocuité et la parfaite traçabilité de ces produits. Et l'idée qui consisterait à vouloir pousser l'incinération plutôt que le recyclage du phosphore, de l'azote et du carbone ne peut certes que favoriser les constructeurs d'incinérateurs ou bien les producteurs d'engrais chimiques, mais elle serait contraire à la lutte contre le changement climatique et contraire aussi à une gestion rationnelle et durable des matières premières à travers leur recyclage. La station d'épuration de Sofia, en Bulgarie, que gère Veolia, illustre l'important potentiel énergétique des boues de stations d'épuration. Alors qu'en général, de telles stations se rangent parmi les gros consommateurs d'énergie, cette station-là, à Sofia, elle est devenue une station à énergie positive grâce à la valorisation du biogaz issu des boues. L'an dernier, elle a produit 23% d'énergie de plus que ce qu'elle a consommé, le surplus ayant été revendu sous forme d'électricité aux gestionnaires du réseau public. Dans le domaine de la fertilisation organique, cette fois, Veolia se trouve en position de pointe grâce à ses filiales spécialisées comme CED et Angibault et grâce aux expérimentations que nous avions montrées l'an dernier. Alors que les pratiques agricoles doivent évoluer, Angibault, par exemple, participe à l'essor d'une agriculture durable, sobre en carbone, et propose une alternative aux fertilisants chimiques. Et puis au passage, je rappelle, vous l'avez sans doute vu dans nos communications il y a quelques semaines, Veolia vient de s'associer à Yara, le groupe spécialisé dans la nutrition des cultures. Et cette alliance, elle vise à développer l'économie circulaire dans les secteurs de l'alimentation et de l'agriculture en Europe, en recyclant les nutriments pour produire des fertilisants de haute qualité. Voilà pour deux des solutions à court terme. Regardons maintenant quelques solutions à cheval entre le court et le moyen terme. La première d'entre elles, c'est l'efficacité énergétique des bâtiments. De même que l'efficacité énergétique des industries est la solution de court terme qui affiche le plus fort potentiel, l'efficacité énergétique des bâtiments est la solution de court-moyen terme qui réduirait le plus les émissions, puisqu'elle les réduirait jusqu'à 2 milliards de tonnes de CO2 en 2050. Les bâtiments, vous le savez, consomment de vastes quantités d'énergie, sous forme de chaleur, de froid, d'éclairage ou bien d'eau chaude, mais beaucoup de ces bâtiments sont encore des passoires énergétiques. L'amélioration de leur performance représente donc un objectif essentiel. Selon la Commission européenne, les 3/4 des bâtiments en Europe, les 3/4, sont inefficaces sur le plan énergétique. Et pourtant, de nombreuses solutions existent.
Ainsi, grâce aux outils de supervision que nous avons développés, comme les centres upgrade de performance énergétique, nous pouvons procurer des gains allant jusqu'à 15% de la facture énergétique, et bien sûr autant pour les émissions. Ça représente en France 2,5 kg de CO2 par mètre carré. Ça peut paraître minime, 2,5 kg. Mais ça l'est moins quand on sait que le groupe Veolia, par exemple, gère plus de 100 millions de mètres carrés de bâtiments complexes dans le monde, des bureaux, des hôpitaux, des écoles et des centres commerciaux. Bien qu'étant un moyen de diminuer les charges d'exploitation, ce n'est pas rien, et de valoriser le patrimoine bâti, l'efficacité énergétique, pourtant, est trop souvent perçue comme secondaire, comme complexe ou bien comme contraignante. Et puis de plus, les investissements initiaux à réaliser pour être plus efficaces freinent les décisions d'engagement de ces projets, parce que ces investissements s'amortissent sur des durées souvent longues, jusqu'à 10 ou 15 ans parfois. Mais les centres upgrade que nous avons ouverts se classent parmi les solutions les plus puissantes pour rendre énergétiquement plus efficaces nos clients et réduire leur empreinte carbone. Ces centres, ils leur procurent de 5 à 20% d'économie d'énergie moyenne sans investissement, rien qu'en optimisant la gestion des équipements. En Argentine, par exemple, depuis l'été dernier, notre centre upgrade, que nous avons ouvert récemment, il a fait diminuer la facture énergétique de 20% et de 25% de 2 hôpitaux que nous gérons. Et nous allons ouvrir bientôt un nouveau centre upgrade à Baltimore, aux États-Unis. Au total, nous disposerons dès cette année de 27 centres de ce type dans le monde. Autre solution de court-moyen terme, on ne saurait étudier les solutions permettant de faire chuter les émissions sans aborder, bien sûr, le recyclage des plastiques. En effet, recycler les plastiques, ça éviterait de rejeter 700 millions de tonnes de CO2 par an au milieu du siècle, soit un peu plus que les émissions annuelles actuelles d'un pays comme l'Australie, par exemple. Actuellement, vous le savez, le taux de recyclage du plastique est faible par rapport aux autres matériaux. À l'échelle mondiale, seuls 9 à 10% aujourd'hui sont recyclés. C'est une aberration. Quand on sait que pour chaque tonne de plastique recyclé, on économise 830 litres de pétrole. Et au-delà de la protection de l'environnement contre la pollution du plastique, recycler le plastique fait aussi chuter les émissions de gaz à effet de serre. Ainsi, j'ai souvent eu l'occasion de le dire, lorsqu'on recycle une bouteille d'eau ou de soda avec du plastique recyclé, lorsqu'on la fabrique avec du plastique recyclé, on émet 70% de moins de CO2 qu'en la fabriquant à partir de matières vierges. De plus, le recyclage crée de nombreux emplois. Il permet de relocaliser des emplois sur le territoire et de passer à des activités de tri et de recyclage à forte intensité de main-d'œuvre. Et si l'Europe recyclait 60% de ces plastiques, au lieu d'environ 25% aujourd'hui, elle pourrait créer 80 000 emplois directs et 120 000 emplois indirects d'ici 2025. Peu de politiques affichent autant d'avantages. Par ailleurs, il convient de noter que les modèles économiques de recyclage du plastique gagnent progressivement en viabilité, tant la pression sociétale sur l'usage des plastiques s'intensifie. Dans certains cas, du coup, le plastique recyclé, même plus cher que la résine vierge, est préféré par les industriels pour des raisons de réputation. Et selon le rapport de l'Energy Transition Commission, rapport qui s'appelle Mission possible, l'usage de plastique recyclé représenterait finalement un faible surcoût pour le consommateur final, de l'ordre de 1% environ du coût total, soit de l'ordre, par exemple, de 1 centime par bouteille. Un surcoût que les consommateurs sembleraient aujourd'hui enclins à accepter si l'on croit le récent sondage ELAB, dans lequel 77% des Français interrogés
se disent prêts à payer ce centime en plus s'ils ont la garantie que la bouteille est effectivement en plastique recyclé. Depuis 2016, dans le cadre d'une alliance, vous le savez, Veolia accompagne Danone dans sa politique climat. Danone s'est en effet fixé pour objectif d'atteindre 0 émission nette de carbone en 2050. Et dans ce cadre, le recyclage des plastiques joue pour Danone un rôle clé. Il se décompose en différents sous-objectifs, cet objectif global. Par exemple, l'utilisation de PET recyclés pour 100% des bouteilles d'Évian à horizon 2025. Et d'un minimum de 35% de plastique recyclé, toujours en 2025, pour l'ensemble des marques du groupe cette fois. Dans cette perspective, nous avons notamment aidé Danone à orienter ses achats vers de nouveaux types d'achats durables et en particulier le RPET, le PET recyclé. Et nous allons prochainement passer à une étape supplémentaire que je suis aujourd'hui fier de vous annoncer. Il s'agit de la conception, de la construction et de l'exploitation d'une usine de recyclage des PET de qualité alimentaire en Indonésie. Sa mise en service est prévue en 2020 et avec une capacité d'environ 25 000 tonnes par an, cette usine, qui emploiera 70 personnes, servira les besoins de Danone et de sa marque Aqua dans le cadre d'un contrat de fourniture de granulés RPET d'une durée longue, enfin, 8 années et demie, qui permet donc un investissement conséquent. Et au cours des prochaines années, nos réflexions se poursuivront, notamment sur le RPET en Asie comme en Europe. Voilà pour le recyclage des plastiques, deuxième solution de court et de moyen terme. Venons-en maintenant aux solutions un peu plus longues, les solutions à moyen terme. La première d'entre elles que j'aimerais évoquer avec vous, c'est le développement des chaudières biomasse et à combustible solide de récupération, les fameux CSR. Ces chaudières produisent de la chaleur et de l'électricité à partir de la combustion de déchets ménagers ou industriels broyés et traités pour fabriquer les fameux combustibles solides de récupération, ou bien à partir de matières animales ou végétales, la biomasse. Elles évitent les émissions de gaz à effet de serre des activités amont, d'abord, lors de la production et du transport du combustible fossile classique, mais elles évitent aussi les émissions liées à la combustion des hydrocarbures ainsi remplacés. La valorisation des CSR a un potentiel de croissance important avec la réduction programmée des volumes mis en décharge et puis avec l'essor du tri et du recyclage qui a une conséquence, c'est l'augmentation des refus de tri, lesquels peuvent être préparés en CSR. La mise en œuvre systématique à l'échelle mondiale de ce type de solution éviterait de rejeter environ 500 millions de tonnes de CO2 en 2050. Mais le principal défi, il est réglementaire, puisqu'il consiste à rendre le prix de l'énergie CSR plus compétitif par rapport aux énergies fossiles. Et c'est pourquoi récemment, avec la mise en place récente d'un observatoire précis, actualisé et partagé des coûts de la filière CSR, l'État français s'est engagé à y soutenir les investissements et à étudier les mécanismes permettant de soutenir l'exploitation des installations de combustion de CSR. Et des projets seront donc accompagnés avec la volonté, je crois, réelle de créer les conditions d'une filière pérenne et économiquement viable. Par ailleurs, les filières CSR et biomasse bois représenteraient un gisement important d'emplois locaux, notamment en zone rurale. Une centrale à biomasse forestière de 20 MW, n'est pas énorme, c'est 140 emplois pérennes en amont dans la filière d'approvisionnement. Mais les centrales à CSR ou à biomasse présentent aussi d'autres avantages environnementaux. Dans certaines régions, elles peuvent remplacer totalement ou partiellement les centrales à charbon, par exemple, en atténuant ainsi l'impact en matière de pollution et en matière de qualité de l'air. De plus, elles réduisent la dépendance des pays aux énergies fossiles importées. Et désormais, Veolia multiplie les références de conversion énergétique des centrales à charbon ou des centrales à biomasse, la conversion des centrales à charbon par des centrales à biomasse ou à CSR.
On vous avait déjà souvent parlé de l'exemple de Pest, la ville de Hongrie de 160 000 habitants, qui possède le plus grand réseau de chaleur de cogénération, 100% biomasse en Europe, qui est géré par Veolia et que Veolia alimente à partir de paille et de bois. Mais nous avons récemment reconverti d'autres importantes installations. À Braunschweig, par exemple, en Allemagne, une centrale de cogénération alimentée par du biogaz issu des déchets organiques et une centrale à bois remplacent les anciennes installations qui fonctionnaient au charbon, au gaz ou au fioul. À Karviná et à Přerov, cette fois en République tchèque, sur ces deux sites, le charbon sera remplacé par un mix de biomasse CSR entre 2021 et 2023, ce qui divisera par près de 2 l'émission de CO2 de l'ensemble des installations de chauffage. Et ces deux exemples m'amènent à faire 2 remarques. Paille, bois, déchets de bois, ou encore grignon d'olive, comme vous l'avez vu tout à l'heure avec l'usine de Renault à Tanger, il existe une grande variété de sources de biomasse capables d'alimenter des centrales thermiques, électriques ou de cogénération. Il y a donc beaucoup à faire et beaucoup de potentiel pour ces techniques. Deuxième remarque, notre groupe participe activement au mouvement de bascule vers les énergies moins carbonées. C'est pourquoi il a pris des mesures pour faire passer progressivement aux combustibles alternatifs ces installations de production d'énergie qui fonctionnent encore parfois au charbon. Vis-à-vis des centrales à charbon existantes, le rôle d'une entreprise comme Veolia consiste à accompagner et à réaliser leur transition énergétique pour réduire les émissions de CO2 en veillant à ce que celle-ci soit économiquement viable, mais aussi socialement supportable. Le rôle d'une entreprise comme Veolia ne consiste pas à se débarrasser de ces installations en les cédant à un tiers extérieur qui serait indifférent aux émissions de carbone, ce qui améliorerait certes l'empreinte carbone de l'entreprise, mais n'améliorerait en rien celle des centrales ni celle de la planète. Deuxième solution à moyen terme sur laquelle je voudrais revenir, c'est cette fois la réutilisation des eaux usées. À la différence des autres solutions que j'ai précédemment détaillées, cette fois il s'agit d'une solution d'adaptation et non pas d'atténuation. Elle ne vise donc pas à diminuer les gaz à effet de serre, mais il y a quand même un point commun avec les solutions précédentes. De même que l'énergie, l'eau sera de plus en plus une eau alternative. Une eau alternative produite à partir de ressources non conventionnelles telles que les eaux usées, au lieu de provenir des rivières ou des nappes souterraines. Le reuse consiste à traiter une eau usée à un niveau supérieur à celui des eaux de station d'épuration, de façon à pouvoir la réutiliser sans risque et à limiter les prélèvements dans les ressources d'eau douce classiques. Les technologies de réutilisation des eaux usées sont éprouvées et matures aujourd'hui, d'où la multiplicité des projets destinés à donner une seconde vie à l'eau. Veolia en est le leader mondial en termes de capacité installée dans le monde. Peter Stocks vous a, je crois, présenté tout à l'heure le business case de Nestlé à Qingdao en Chine. C'est notre troisième référence de ce qu'on appelle la cow water, l'eau en provenance des vaches, avec cet industriel, après les 2 autres réalisations au Mexique et en Afrique du Sud. Nous savions déjà construire des usines zéro rejet liquide afin d'éviter toute pollution. Nous concevons maintenant pour Nestlé des usines zéro prélèvement et zéro consommation d'eau afin de diminuer les conflits d'usage de l'eau. Et dans les régions arides, l'eau est souvent trop rare pour n'être utilisée qu'une fois avant d'être restituée à la nature. Et en dépit des apparences, lorsqu'on pense eau usée, on doit systématiquement penser ressources en eau. Au plan économique, l'eau usée recyclée présente certains atouts. Elle est moins chère à traiter que le dessalement de l'eau de mer. 45 centimes le mètre cube de production, contre 75 centimes en moyenne, généralement avec une grosse usine de dessalement. De plus, c'est la seule ressource qui croisse avec les besoins et avec le développement, si on fait l'effort de collecter la totalité de l'eau consommée.
Et enfin, elle est produite, cette nouvelle ressource, à l'endroit même où on en a besoin, juste un petit peu à l'aval des consommations. Par ailleurs, sur le plan géopolitique, le recyclage des eaux usées renforce l'indépendance hydrique des pays. Il leur donne accès à une ressource sûre, située chez eux, et donc à l'abri des rivalités interétatiques. Et en cette période de regain de tensions internationales, ce n'est pas un si petit avantage que cela. Pourtant, en dépit de tous ces atouts, cette technologie demeure encore assez largement sous-employée. À l'échelle mondiale, seulement 4% des eaux usées sont recyclées. En France, parce qu'on a quand même beaucoup d'eau douce, seulement 0,2%. En Europe, seulement 2%. En revanche, en Israël, 85%. C'est le pays le plus avancé dans ce domaine. 85% en Israël, ça montre que c'est possible et que c'est souvent intéressant. Aujourd'hui, le principal frein à l'extension de ces pratiques, il est surtout réglementaire, alors que les réticences des populations qu'on avait quand même observées dans le passé, elles tendent progressivement à se réduire. D'ailleurs, la plupart de l'eau que nous buvons est une eau déjà recyclée. Faire du reuse, je vous rappelle, ça revient à accélérer simplement le phénomène de recyclage perpétuel de l'eau dans la nature. Et en été, lorsqu'il fait très chaud à Paris, l'eau que nous buvons a souvent été bue quelques jours avant à Reims ou en amont, et elle est repartie à travers la rivière, la Seine, avant que nous la reprenions pour faire de l'eau potable à Paris. Donc le recyclage des eaux usées, c'est tout simplement l'accélération d'un phénomène naturel. Voilà pour les 6 solutions parmi les 15 que je voulais un peu plus détailler avec vous. Et pour conclure, j'espère vous avoir convaincu que l'on peut encore changer la donne climatique. Écoutons tout d'abord une courte vidéo de Michal Kurtyka, qui est le président de la récente COP24 et qui a eu la gentillesse de partager avec nous son regard sur le défi que représente aujourd'hui la question climatique. Je pense qu'au niveau de la planète, il y a une conscience croissante du fait qu'on ne peut plus continuer de la même façon que nous avons fait jusqu'à maintenant. Ce que montre l'exemple de Katowice, ce que montre aussi ce qui s'est passé à Paris, nous ne pouvons pas le faire sans un dialogue très profond avec la population, sans un constant va-et-vient des informations, des discussions, des débats sur est-ce que oui ou non nous sommes prêts en tant que société à ce type de mouvement ou non. Essayons de nous comprendre, essayons de parler, essayons de trouver une bonne synthèse. C'est une nouvelle façon d'aborder notre civilisation. Pour les politiques, ça va être beaucoup plus compliqué. Ça va être aussi beaucoup plus compliqué dans le monde de Twitter, dans le monde de Facebook, dans le monde où notre span of attention est limité à 30 secondes. Comment expliquer les choses complexes en 30 secondes? Très compliqué, mais c'est pourtant ça le challenge. Il y a de plus en plus de signaux qui nous viennent soit des entreprises, soit des villes ou des régions. Je pense qu'il faut à la fois demander beaucoup aux entreprises et ne pas leur demander trop. Demander beaucoup, ça veut dire demander de l'innovation, demander des business models innovants, demander de la recherche et développement, demander à ce qu'elles soient responsables dans leur action. Maintenant, est-ce qu'on peut dire les entreprises, voilà, on peut se contenter de dire que c'est sur les épaules des entreprises? Non. C'est à la gouvernance mondiale, donc dans le cadre des accords de Paris et de Katowice Rulebook, ou au niveau national, qu'on peut transformer les bonnes idées innovantes des entreprises dans des cadres de régulation qui leur donnent la possibilité de créer de la richesse.
Et nous nous situons bien dans ce cadre-là, chez Veolia, puisque les métiers de l'environnement, les nôtres, pourraient, vous l'avez vu tout à l'heure, éviter d'émettre jusqu'à 12 milliards de tonnes de CO2 si nos solutions étaient appliquées sur l'ensemble de la planète, c'est-à-dire environ un tiers de ce que nous devons réduire pour l'ensemble de l'humanité d'ici 2050. Une partie non négligeable de ces solutions, c'est ce que je voulais surtout vous dire, une partie non négligeable de ces solutions sont déjà accessibles et peuvent être déclinées rapidement avec des coûts raisonnables, les solutions à court terme tout à l'heure, et même entre court et moyen terme, des coûts raisonnables et des résultats probants. Et puis ces solutions, elles permettent de faire aussi d'une pierre deux coups, voire plusieurs coups, puisque la réduction des émissions procure, dans la plupart des cas, des bénéfices environnementaux ou des bénéfices sociaux importants. Toutefois, la diffusion de ces solutions demeurera largement en deçà de leur potentiel si des dispositifs réglementaires adaptés ne viennent pas aussi soutenir et accélérer leur déploiement. Et en définitive, dans bien des cas, la généralisation de ces solutions dépend, comme M. Courtica vient de le dire, du politique parce que du réglementaire. Les scientifiques nous ont alertés sur la gravité du changement climatique à partir de données désormais objectives. Les ingénieurs, comme les nôtres, ont conçu des solutions capables de diminuer fortement les émissions. Les responsables politiques doivent maintenant nous donner les mécanismes incitatifs et réglementaires nécessaires à la mise en œuvre à grande échelle de ces solutions. Et même si certaines solutions ne seront déployées qu'à moyen ou même à long terme, comme on l'a vu tout à l'heure, Veolia s'efforce dès à présent de les appliquer auprès de ses clients là où les conditions économiques et le cadre réglementaire l'autorisent. Dans la vidéo, M. Courtica insistait sur la prise de conscience collective des populations pour l'enjeu climatique et sur le fait qu'il est impensable de continuer comme avant. Il dit donc que le dialogue est crucial et que la conciliation des intérêts, des différents intérêts, l'est aussi. C'est un sujet essentiel. Pour être accepté, une transition doit être bénéfique pour l'environnement, mais aussi socialement juste et perçue comme telle. Et nous ne pourrons pas réussir la transition énergétique en négligeant son volet social. On le voit dans notre pays d'ailleurs depuis quelques mois. Il en va de même pour toute activité économique. Pour être acceptée, une activité économique doit aussi être juste et écologique et perçue comme telle par ses parties prenantes. À cet égard, nous avons mené avec ELAB donc une étude en fin janvier, l'étude que j'évoquais tout à l'heure, qui montre que, curieusement, 65% des Français considèrent que la transition écologique et l'amélioration du pouvoir d'achat sont compatibles. 65%. Et cette conviction, elle se répand parmi tous les groupes sociaux, quel que soit leur pouvoir d'achat ou quelles que soient les générations. L'étude nous indique également, comme je l'ai dit, que plus de 70% même des Français sont prêts à contribuer au financement de solutions en faveur de l'environnement, par exemple payer le fameux centime de plus sur le prix d'une bouteille de soda, si cela permettait de garantir, et j'insiste là-dessus, de garantir que cette bouteille soit faite à partir de plastique recyclé. De plus, 85% d'entre eux jugent le mécanisme de l'éco-participation, lorsque le montant de cette participation est entièrement dédié au financement des solutions efficaces, jugent que ce mécanisme est bien plus efficace qu'un système d'éco-taxe dont le montant serait versé au budget général de l'État. Les Français, même les Français, sont donc prêts à consentir un effort financier sous condition d'en connaître et d'en contrôler l'affectation. Et ça nous ramène à la raison d'être que je vous exposais en début de matinée, c'est-à-dire à expliciter à qui, en quoi et comment une politique ou bien une entreprise,
une entreprise comme Veolia, en quoi elle est utile. Et à vrai dire, peu de tâches sont aussi utiles que contribuer à relever les grands défis que connaît l'humanité au XXIe siècle. Pour la part qui est la nôtre, nous voulons les relever et aider nos clients à le faire. C'est aussi cela que nous avons voulu vous montrer en passant au crible cette large gamme de solutions efficaces. En définitive, une entreprise utile, n'est-ce pas aussi une entreprise qui, face à la démesure des défis de l'humanité, en particulier celui du climat, ne baisse pas les bras et pense encore possible de relever les défis? C'est en tout cas notre conviction chez Veolia. J'espère vous l'avoir fait partager et je suis maintenant à votre disposition avec tous les collaborateurs de Veolia qui sont présents dans cette salle pour répondre à vos questions.